Rencontre avec l'inexpliqué. Depuis mon enfance, ma vie a été marquée par des événements étranges qui ont laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire. Ces souvenirs énigmatiques m'ont toujours intriguée et je ne cesse de m'interroger à leur sujet. Chaque événement, qu'il s'agisse de rencontres inexplicables ou de rêves troublants, a façonné ma perception du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, avec une grande émotion, je vous invite à plonger avec moi dans ces mystères qui ont teinté ma vie d'une aura de fascination et d'intrigue. La première fois, c'était quand j'avais 7 ans. Nous venions d'emménager dans une nouvelle maison, une maison de plein pied, avec un grand vide sanitaire accessible par une petite trappe sur le mur à l'extérieur de la maison. Un jour, lorsque mes cousins et cousines sont venus nous rendre visite, mon esprit espiègle a pris le dessus et je leur ai proposé de descendre en secret dans le vide sanitaire. Nous étions encore tous petits, qu'il nous était facile de nous faufiler par la trappe, bien que le vide sanitaire ne mesurait guère plus de 1,20 m de hauteur. Cependant, ce jour-là, mon père nous a surpris et nous avons été sévèrement grondés. En colère, il a cadenassé la trappe, nous interdisant d'y retourner. Un jour, mes parents étaient absents, me laissant sous la surveillance de ma grande sœur. J'ai décidé d'aller jouer dans le jardin, profitant de ce moment de liberté. À un moment, j'ai entendu un bruit étrange provenant de la grille du vide sanitaire. Curieux, je me suis approché, et là, j'ai cru voir un visage à travers la grille. Mon cœur battait plus fort, tandis que je me penchais pour regarder à l'intérieur. À ma grande surprise, j'ai reconnu le visage de ma cousine Marie. « Marie, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Soudain, elle s'est précipitée vers le fond sombre du vide sanitaire. Je ne la voyais plus, mais je pouvais l'entendre tousser. « Marie, comment as-tu fait pour descendre alors que papa a verrouillé la trappe ?» Elle ne répondait pas. Puis, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui vomissait. « Marie, ça va? Tu vas bien ?» Le silence pesant qui a suivi m'a terrifiée. Paniquée, je suis retournée dans la maison chercher la lampe torche de mon père. De retour à la grille, j'ai tenté d'éclairer l'intérieur du vide sanitaire, mais il n'y avait plus aucun bruit et aucune trace de Marie. Le vide sanitaire était désert, laissant une sensation glaciale d'incompréhension et de mystère dans l'air. Le soir, au dîner, mes parents ont reçu un appel bouleversant. C'était mon oncle, et la nouvelle qu'il portait a frappé nos cœurs comme un coup de tonnerre. Il a annoncé à mes parents que Marie, leur fille, était décédée. Depuis la veille, elle était malade, souffrant de toux et de vomissements. Ils avaient pris rendez-vous chez le médecin pour 17 heures, mais l'avaient trouvée inanimée dans son lit cet après-midi. Elle était déjà partie. Cette révélation m'a glacé le sang. Mon esprit refusait d'accepter ce que j'avais entendu, car je l'avais vue cet après-midi même dans notre vide sanitaire. La vision de son visage, l'entendre tousser, tout cela revenait me hanter. Un frisson d'effroi parcourt encore mon corps à chaque souvenir de ce moment. À l'époque, terrifié et confus, je n'ai pas osé en parler à mes parents. Le poids de ce secret, de cette vision inexplicable, reste encore gravé en moi, une ombre persistante de ce jour tragique. Mes parents avaient l'habitude de laisser mon petit frère et moi chez mes grands-parents. Nous retrouvions souvent nos cousins et cousines, et parfois, mon jeune oncle Johan, qui était adolescent, venait nous surveiller. Nous adorions jouer avec lui. Alors, un jour, j'avais environ 9 ans, nous sommes allés aux funérailles d'un oncle. Ce jour-là, tous mes cousins et cousines étaient présents. La salle louée pour la veillée était immense, avec plusieurs pièces, et nous avons décidé de jouer à cache-cache pendant que les adultes s'occupaient des préparatifs dans la grande salle. Quand le jeu a commencé, je ne savais pas où me cacher. À la dernière minute, j'ai décidé de me faufiler dans la petite pièce de réserve où étaient stockées les boissons. Je me suis caché derrière un gros carton. 1 minute plus tard, j'ai vu la porte s'ouvrir. Quelqu'un entrait sans allumer la lumière. J'ai levé la tête et reconnu mon jeune oncle Johan. « Johan, tu joues aussi avec nous ?» Il ne répondait pas et s'est caché dans un coin derrière la porte, à côté du balai. 10 minutes plus tard, j'ai entendu mes cousins et cousines appeler mon nom. Ils étaient entrés une première fois en allumant la lumière, mais ne m'avaient pas vu. J'étais le dernier et tout le monde me cherchait partout. Finalement, ils m'ont trouvé. « Tu es le dernier, on t'a trouvé, il ne reste plus personne », m'a dit mon petit frère. « Mais non,
il reste encore tonton Johan, ai-je répondu. Ils étaient tous étonnés, car ils n'avaient pas vu Johan. Pourtant, je leur assurais qu'il était bien là, caché quelque part. Personne ne voulait me croire. Alors je suis allée vérifier derrière la porte où il était censé être. Mais il n'y avait personne. Je ne comprenais plus rien, car j'étais certain d'avoir vu oncle Johan. Même de ma cachette, je voyais sa silhouette sombre à côté du balai. Perplexe, je suis retournée avec les autres enfants dans la grande salle. Lorsqu'on emmena le cercueil pour le disposer dans le fond de la salle, nous avons appris que l'oncle décédé était notre jeune oncle Johan. Personne ne nous avait dit qu'il était mort. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru. S'il était mort, pourquoi était-il dans la réserve avec moi? Ma mère m'a expliqué plus tard qu'il avait eu un accident de scooter. Ce souvenir me hante encore, laissant en moi une sensation de mystère et de confusion profonde. Plus tard, quand j'avais 16 ans, ma grand-mère est tombée malade. Elle avait des problèmes de cœur, et nous savions tous que ses jours étaient comptés. Mon grand-père, bien qu'encore en forme malgré son âge, ne pouvait pas toujours veiller sur elle. Alors, parfois, je venais passer la nuit chez eux pour les aider. Je dormais souvent dans la chambre de ma grand-mère, prêt à lui apporter mon aide si elle en avait besoin, tandis que mon grand-père se reposait dans une autre pièce. Chaque soir, lorsque je dormais dans la chambre de ma grand-mère, je me faisais réveiller par les miaulements incessants des chats du quartier. Parfois, certains chats grimpaient jusqu'à la fenêtre et y restaient, miaulant tristement. Quand j'ai partagé ces faits avec mon grand-père, il m'a expliqué que les chats pouvaient sentir lorsqu'une personne allait mourir, et que c'était probablement la raison pour laquelle ils venaient miauler tous les soirs à la fenêtre de ma grand-mère. Au fil des jours, l'état de ma grand-mère se dégradait, mais elle refusait de rester à l'hôpital. Alors, une infirmière venait la voir 3 fois par semaine, et chaque week-end, la famille se réunissait autour d'elle. Un week-end, pendant une de ces visites familiales, j'ai emmené les plus jeunes jouer dans le parc à côté de chez mes grands-parents. Plongé dans la lecture d'un livre, je surveillais les enfants du coin de l'œil alors qu'ils jouaient au loup. À un moment, j'ai aperçu une vieille dame semblant jouer avec eux, les suivant partout. Intrigué, j'ai observé attentivement cette dame. Elle ressemblait étrangement à notre grand-mère, bien que ce soit impossible, puisque ma grand-mère était alitée. Quand les enfants ont fini de jouer et sont revenus vers moi, je leur ai demandé qui était la vieille dame qui jouait avec eux. Ils m'ont regardé, surpris, et m'ont assuré qu'ils n'avaient vu aucune vieille dame. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas halluciné. Mais l'image de cette vieille dame, si ressemblante à ma grand-mère, est restée gravée dans mon esprit, ajoutant une nouvelle couche de mystère et d'émotion à ces jours déjà si difficiles. Une nuit, je fus à nouveau réveillée par les miaulements des chats, mais cette fois, leur miaulement était étrangement différent. Il semblait appeler ma grand-mère. Son prénom était Myriam, et les chats semblaient miauler. D'une manière presque humaine, ce son me glaçait le sang. Au petit matin, ma grand-mère était décédée. Après les funérailles, mon grand-père est venu vivre avec nous. Il m'a alors confié que ma grand-mère parlait souvent à sa sœur décédée avant de mourir. Il m'a montré une photo de ma grand-mère avec sa sœur, et j'ai été stupéfait de découvrir que ma grand-mère avait une sœur jumelle. Cette sœur ressemblait exactement à la dame que j'avais vue dans le parc. Quand j'ai raconté cette étrange anecdote à mon grand-père, il m'a dit que selon certaines croyances, lorsque des jumeaux viennent au monde ensemble, ils doivent repartir ensemble. La sœur jumelle de ma grand-mère était peut-être venue l'attendre. Cette révélation m'a bouleversée. Les miaulements des chats, l'apparition de cette dame dans le parc, et maintenant la découverte de la jumelle de ma grand-mère. Tout cela semblait se tisser en un mystère profond et émouvant, laissant une empreinte indélébile dans mon cœur et mon esprit. 4 ans plus tard, mon grand-père, affaibli, a commencé à délirer. Il parlait souvent seul, comme s'il communiquait avec quelqu'un d'invisible. À cette époque, j'étais à l'université et ne rentrais que le week-end pour lui rendre visite. Le médecin nous avait expliqué que ces délires étaient fréquents chez les patients en fin de vie, qui croient parfois revoir des proches décédés. Un soir, l'état de mon grand-père devint alarmant, et mes parents l'ont conduit à l'hôpital. Après l'examen, le médecin nous a annoncé qu'il ne passerait pas la nuit. Mes parents ont alors prévenu toute la famille pour que chacun
puisse venir lui dire adieu. J'ai dû revenir en hâte pour voir une dernière fois mon grand-père. Cette nuit-là, nous étions tous à son chevet, à l'exception de ma tante Carole, qui n'était toujours pas arrivée. Chacun de nous est allé à son tour tenir la main de mon grand-père et lui parler. Vers 3 heures du matin, ma tante Carole n'était toujours pas là. Mon grand-père scrutait la porte, semblant l'attendre désespérément. Nous avons tenté de la joindre, mais en vain. Puis, dans un moment poignant, mon grand-père a tourné la tête vers un coin de la pièce, un sourire éclairant son visage affaibli. Dans un souffle, il a murmuré « Carole, me voilà enfin. Tu es venue me voir. » Et c'est ainsi qu'il a rendu l'âme. Nous avons appris plus tard que ma tante Carole avait eu un grave accident sur la route en venant à l'hôpital et était décédée sur le coup. Alors, était-ce l'esprit de ma tante Carole qui était venu voir mon grand-père pour un dernier adieu, ou était-ce simplement un moment de délire? Cette question m'a hantée pendant longtemps. Au début de l'année 2021, notre famille a été frappée par le Covid et mon père a été gravement atteint. Sa respiration est devenue si difficile que j'ai dû le conduire d'urgence à l'hôpital. Mon cœur était lourd d'inquiétude alors que nous roulions vers l'hôpital et je priais pour qu'il puisse respirer à nouveau sans douleur. À l'hôpital, les infirmières, en raison de la pandémie, m'ont demandé de repartir chez moi. L'angoisse de ne pas pouvoir rester à ses côtés m'a submergée. Elles m'ont assuré que je serais tenue au courant de son état par téléphone. Mais l'idée de le laisser seul, de ne pas pouvoir veiller sur lui, était insupportable. En quittant l'hôpital, une vague de tristesse et de peur m'a envahi, me laissant désemparée face à l'incertitude de ce qui allait arriver. Quelques heures plus tard, j'ai reçu des nouvelles. Mon père avait été branché à un respirateur et était endormi. Cette information m'a apporté un léger soulagement, sachant qu'il était entre de bonnes mains. Mais durant la nuit, j'ai été réveillée par des appels téléphoniques. À chaque fois que je décrochais, il n'y avait personne au bout du fil, seulement des sons. Le deuxième jour, l'état de mon père n'avait pas changé, mais cette nuit-là encore, ces appels étranges ont continué. Chaque sonnerie dans le silence de la nuit amplifiait mon angoisse et mon impuissance. Alors au petit matin, déterminée à comprendre, j'ai rappelé le numéro affiché. Une infirmière a répondu. J'ai appris, avec stupeur, qu'il s'agissait du téléphone de la chambre de mon père. J'ai expliqué à l'infirmière les appels nocturnes, et elle m'a assuré qu'elle n'utilisait jamais ce téléphone pour m'appeler. Inquiet, je lui ai demandé s'il était possible que ce soit mon père qui appelle. Elle m'a assuré que non, car il était branché de partout et endormi, incapable de faire un appel. L'infirmière non plus ne comprenait pas qui aurait pu appeler depuis ce téléphone. Les jours suivants, ma mère a commencé à voir mon père en rêve. Elle me racontait que dans ses rêves, elle se trouvait à ses côtés à l'hôpital et que le corps de mon père était complètement glacé. D'autres fois, elle rêvait qu'il était de retour à la maison, mais lorsqu'elle le prenait dans ses bras, il était gelé. Ces rêves la bouleversaient profondément, ajoutant à l'atmosphère d'angoisse et de mystère. Quant à moi, je continuais à recevoir ces étranges appels nocturnes. Ma mère, troublée par ses rêves et mes appels, a contacté un de mes oncles pour lui en parler. Son beau-père, qui possédait des dons de médium, a été sollicité. Après avoir entendu notre histoire, il nous a posé une question surprenante. Par le passé, mon père aurait-il fait du mal à un animal? Cette question nous a tous surpris. D'après nos souvenirs, nous n'avions jamais vu mon père maltraiter un animal. Nous n'avions pas d'animaux à la maison et mon père ne chassait pas ni n'allait à la pêche. Le beau-père médium de notre oncle nous a alors dit de bien réfléchir, car il voyait un animal qui était mort misérablement et qui en voulait énormément à mon père. Il a précisé que cet animal semblait être un chien. À ce moment-là, un souvenir m'est revenu. Quand j'avais 8 ans, un camarade de classe m'avait offert un petit chien. Mes parents n'étaient pas d'accord pour que je le garde, mais je l'avais ramené à la maison contre leur avis. Chaque jour, après l'école, je me hâtais de rentrer pour jouer avec mon chien. Cependant, un jour, en rentrant, il n'était plus là. J'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a révélé qu'elle s'aspérait de devoir nettoyer derrière lui
car il faisait pipi partout dans la maison, elle avait laissé dehors dans le froid, dans le jardin. Mon père, en rentrant pour déjeuner, n'avait pas supporté les aboiements incessants du chien qui voulait rentrer. Ne supportant plus ces bruits, il l'avait emmené et abandonné quelque part dans la nature. Je me suis alors mis à pleurer, suppliant mon père de me conduire récupérer mon chien. Je lui disais qu'il faisait froid dehors et que mon petit chien ne survivrait pas, mais il a refusé. Furieux et désespéré, je lui ai crié « Papa, tu es trop méchant. Quand tu seras vieux, je t'abandonnerai aussi dans un endroit où il fait froid, comme tu l'as fait avec mon chien. » Mon père m'avait répondu avec une froide indifférence. « Oui, quand je serai vieux, tu feras ce que tu veux de moi. Abandonne-moi si tu veux. » À l'époque, je n'avais pas réalisé à quel point mes paroles pourraient devenir prophétiques. Mais, face à la situation actuelle, c'était comme si je l'avais effectivement abandonné à l'hôpital. Il était dans une pièce froide, seul et incapable de bouger. Cette pensée me hantait et je m'en voulais terriblement d'avoir prononcé ces mots. Je réalisais également que ce petit chien, abandonné par mon père, n'avait probablement pas survécu. Mon père est malheureusement décédé une semaine plus tard. Aujourd'hui, les souvenirs de ces événements continuent de me hanter et de susciter de nombreuses questions. Je ne sais pas si à l'avenir je serai à nouveau témoin de phénomènes aussi étranges, mais je tenais à partager ces expériences avec vous. Ces moments troublants, empreints de mystère et de douleur, ont profondément marqué ma vie et m'ont appris à contempler l'inexplicable avec une certaine humilité. En les racontant, j'espère retrouver un semblant de paix et offrir à d'autres la possibilité de réfléchir sur les mystères qui entourent nos existences.